Bien, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous avons donc une conférence professeur invité. Nous avons le grand honneur d'accueillir donc un collègue tout droit venu d'Espagne, de l'Université d'Oviedo, le professeur Miguel Calera Puerta, qui est donc un éminent historien médiéviste et spécialiste de diplomatique médiévale de Castille et de Léon, notamment. Le professeur Calera Puerta est invité par Olivier Guyojanin, donc titulaire, comme chacun sait, de la chaire d'histoire des institutions, d'archivistique et de diplomatique de l'époque médiévale. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir, chers collègues, pour une conférence dont le titre et le sujet, bien évidemment, sont totalement en résonance avec une grande partie des enseignements et de la recherche de cette maison, puisque le titre de votre intervention, chers collègues, est le suivant: le renouvellement du discours diplomatique dans les actes privés de Léon et Castille, du milieu du XIIe siècle au milieu du XIIIe siècle. Alors vous êtes, je l'ai dit, mais je vais le rappeler, historien, docteur en histoire. Vous êtes auteur d'une thèse d'histoire sociale, mais vous vous êtes spécialisé progressivement également en diplomatique. Et vous avez aussi une autre carte qui entre en résonance avec les enseignements et la recherche de cette maison, et particulièrement la chaire occupée par Olivier Guyojanin. Ce sont les humanités numériques appliquées aux sources de la pratique, donc en l'occurrence aux archives anciennes. Alors évidemment, ça c'est un aspect de votre recherche qui nous touche aussi également beaucoup, puisque l'école a pu ouvrir dernièrement une plateforme d'édition en ligne consacrée aux actes diplomatiques européens, une plateforme qui s'appelle ADEL, et qui est vouée évidemment à un développement, je dirais, sans fin, puisque cette plateforme a vocation à être alimentée à la fois par les travaux et la recherche des enseignants, des élèves, des étudiants de cette maison, mais aussi à travers les travaux d'universités, d'établissements partenaires qui sont évidemment conviés à nous apporter aussi leur concours pour ce développement d'une plateforme, je dirais, d'utilité commune entre chercheurs, entre médiévistes, entre diplomatistes. Alors donc ce soir, chers collègues, vous allez nous parler en particulier de formulaires dans les actes des Castillans et de Léon des XIIe, XIIIe siècles. Alors, donc je crois que les spécialistes présents dans la salle savent à quel point ces matières ne sont pas, comme on pourrait le croire, techniques et arides, mais au contraire porteuse d'analyses tout à fait stimulantes, au-delà des formulaires, de l'aspect peut-être répétitif effectivement des actes. On sait maintenant à quel point ces formules sont révélatrices des modèles à la fois juridiques, politiques, sociaux, et témoignent effectivement de l'évolution des sociétés, des pouvoirs qui les voient naître, qui les voient créer. Et je crois que c'est de cela que vous allez nous parler ce soir. Finalement, le passage de formulaires, d'une permanence de l'influence visigothique, c'est quand même quelque chose qu'on sait en tant que médiéviste, et il faut y insister, à un modèle peut-être plus général, plus, je dirais, romano-canonique, en vertu finalement de ce pouvoir de plus en plus étendu qui est celui de la papauté occidentale, et des différents modèles princiers, ecclésiastiques qui s'alignent finalement sur ce modèle global. Voilà, donc j'espère avoir été à la fois synthétique et précise dans la présentation que je viens de faire, à la fois de votre carrière et de la conférence de ce soir. Je voulais vous redire tous mes remerciements au nom de l'École nationale des chartes pour avoir accepté notre invitation, le fait de nous donner cette conférence, d'intervenir aussi au sein des cours d'Olivier Guyojanin. Voilà, c'est un honneur pour nous de vous avoir ce soir parmi nous.
Je voulais aussi vous remercier pour votre intervention en français, parce que je serais bien incapable de faire l'équivalent en espagnol, ou d'ailleurs dans une autre langue vivante. Je dirais, je ne suis pas extrêmement douée pour les langues vivantes. Donc c'est à la fois communiquer sur des matières extrêmement érudites et le faire dans une autre langue que la sienne. Voilà, nous vous remercions aussi pour cela. Et encore une fois, donc vraiment, voilà, merci, merci pour votre présence. Et nous allons toutes et tous, je crois, vous entendre maintenant avec un grand intérêt. Merci à vous. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr que mon intervention va être en français, quelque chose comme ça. Et il y a 30 ans, quand j'étais étudiant à l'université d'Oviedo, j'ai écouté Madame Sanfuentes, un grande diplomatiste espagnol, parler de l'École nationale des Chartes avec admiration. Alors, c'est pour moi un grand honneur de donner une conférence aujourd'hui à l'École nationale des Chartes. Je remercie donc chaleureusement M. Rougeau-Dianan pour sa généreuse invitation, ainsi que la directrice, M. Bubinecek, pour son aimable présentation. Vous voyez que je parle très mal en français et je vous prie de m'excuser. Fin 2019, ma collègue de l'Université de Séville, Pilar Hostos, a donné ici une conférence sur la diplomatique de l'acte notarial dans la Castille du XIIIe siècle. Et elle a souligné l'importance du corpus législatif d'Alphonse X le Sage pour l'étude diplomatique des actes de la Castille médiévale. En effet, l'œuvre législative du roi sage est pertinente à plus d'un titre. D'une part, il réglemente les fonctions des notaires, dont les écrits acquièrent une foi publique, fides publica, tant dans le domaine judiciaire que dans l'établissement d'actes entre particuliers. Ensuite, le roi a ordonné la nomination de ces notaires, faisant du pouvoir de nomination un attribut de juridiction. Enfin, il a également réglementé la pratique notariale elle-même, tant dans sa genèse que dans sa forme diplomatique. Les codes juridiques les plus importants, las partidas, contiennent même un formulaire pour la rédaction d'un grand nombre d'actes notariés. La mise en place du notariat, réglementé par Alphonse X, n'a pas été immédiate, mais son œuvre a été d'une grande importance. Au cours des décennies suivantes, les notaires publics remplacèrent complètement les scribes qui agissaient auparavant dans le royaume. Les actes privés abandonnèrent le latin au profit de langue romane et reçurent l'influence du droit romain par le biais d'une série de clauses diplomatiques qui renouvellèrent leur structure. Était là, vous le savez bien, le processus essentiel, le passage du scribe au notaire et avec lui le passage de la carta à l'instrumentum. Dans sa définition de base, la carta est une liste de témoins dont l'auteur matériel n'a pas la foi publique. Dans l'instrumentum, en revanche, la foi publique est dévolue au notaire. Le nombre de témoins tend à se réduire, la genèse documentaire est mieux encadrée et les formalités documentaires prennent de l'importance au point de devenir une condition essentielle de la validité de l'acte. Mon objectif aujourd'hui est d'analyser les racines de cette importante transformation, d'identifier certaines de ses composantes au siècle précédent et finalement d'expliquer les aspects fondamentaux du renouvellement du discours diplomatique dans les actes privés de Léon et Castille entre le milieu du XIIe et le milieu du XIIIe siècle. Au début du XIIe siècle, seuls quelques chanoines et moines, généralement d'origine franque, utilisent l'écriture caroline tardive. En effet, cette écriture ne s'était pas encore répandue de manière significative dans le nord-ouest de la péninsule ibérique.
L'écriture visigotique, dont l'origine remonte au lointain 7e siècle, était encore la plus utilisée et constituait la manifestation la plus évidente du fait que le royaume de Léon avait suivi une voie particulière dans l'utilisation des documents écrits. L'écriture n'était pas la seule singularité. L'héritage juridique visigotique a fait de la rédaction d'actes privés ou entre particuliers une procédure courante dans le royaume de Léon au début du Moyen Âge. Bien qu'une approche statistique fiable ne soit évidemment pas possible, de nombreux exemples montrent que l'utilisation des documents était très répandue et que même les petites transactions étaient mises par écrit. La forme des documents léonais du 8e au 11e siècle est une continuité, une extension de celle de l'époque visigotique. Il est vrai que la conquête islamique du 8e a effacé la distinction entre actes publics et privés. Mais ce qui disparaît, c'est la chancellerie royale, dont l'organisation ne s'est récupérée qu'au XIIe siècle. La prise de pouvoir monastique sur les actes fait que ceux-ci adoptent généralement des formes solennelles, mais les actes des rois perdent beaucoup des attributs des documents de pouvoir. Et surtout, en l'absence d'une chancellerie stable, ils perdent pour longtemps le contrôle de leur image, de leur expression écrite. En revanche, au cours des siècles qui entourent le millénaire, la rédaction des documents entre particuliers continue d'être très importante. Le nombre d'originaux conservés, l'identité sociale des personnes qui les ont rédigés et la diversité des scribes qui les ont produits permettent de penser que la rédaction des actes écrits, des actes privés, était une pratique sociale relativement répandue. On peut dire que les documents ont même eu une certaine valeur probante dans les procès, même si ce n'est que dans une mesure limitée. Les documents judiciaires de cette période qui ont survécu sont vraiment rares, mais témoignent la simplification des procédures et l'introduction des formules d'accord et de négociation dans la résolution des conflits. Il est possible que dans les villes comme Oviedo, Léon ou même Lugo, étroitement liées au roi, il existait une élite de juges laïcs capables d'interpréter le liber judiciorum, la loi visigotique, et même de rédiger les procès-verbaux des procédures judiciaires. Dans la plupart des cas, cependant, les personnes chargées de mettre par écrit les jugements étaient généralement des scribes ecclésiastiques sans foi publique. Dans ces documents judiciaires, les moyens de preuve restent essentiellement ceux de la loi visigotique: témoins, documents écrits, sermons et ordalies. Dans la hiérarchie des preuves, les témoins viennent en premier. Mais lorsque des documents sont utilisés, encore à la fin du XIe siècle ou au début du XIIe siècle, on voit certains juges évaluer leur authenticité, apprécier les documents et en rejeter certains comme étant des faux. Malheureusement, les critères d'évaluation ne sont pas explicités dans ces documents, mais seulement la décision d'accepter un document comme authentique ou de le rejeter comme faux. Cela montre que la rédaction d'un acte de vente, d'une donation ou d'un échange conserve une valeur sociale remarquable. Par conséquent, un certain soin était apporté à la rédaction. Dans le Léon et en Castille aussi, on peut parler d'un pouvoir monastique sur l'écriture des actes. C'était la seule institution lettrée ayant une présence locale. En fait, nous connaissons souvent ces membres lettrés plus pour l'élaboration des documents que pour la copie des codex. Dans certains cas, on peut observer les soins avec lesquels ils rédigeaient leurs documents.
Au Xe et XIe siècle, certaines communautés monastiques ont récupéré, on a seulement une copie que vous voyez sur l'écran, ont récupéré les formulaires d'actes composés à Cordoue avant la conquête islamique. Dans certains cas, ces formules ont été imitées littéralement, mais dans certaines communautés monastiques plus avancées, elles ont été utilisées avec une plasticité vraiment remarquable. En définitive, l'analyse formale de ces actes permet de constater le poids des formularités de l'époque visigothique dans la rédaction des ventes, des échanges et des donations, mais aussi les transformations dans la formulation des documents qui ont conduit à la création d'une province diplomatique unique dans un petit royaume qui n'a pas subi l'influence carolingienne. Dans les décennies autour de 1100, la société chrétienne du nord-ouest de la péninsule ibérique commence à établir des relations de plus en plus fréquentes au nord des Pyrénées, vers le monde franc bien sûr, mais aussi vers l'Italie. La réforme ecclésiastique conduit à l'établissement d'un grand nombre d'évêques d'origine franque à la tête des diocèses de Castille et de Léon. Bernard de Sédirac fut nommé archevêque de Tolède et forma dans son chapitre d'autres clercs francs qui, dans les années suivantes, allaient occuper de nombreux diocèses castillans, Segovia, Palencia, Salamanca. N'oublions pas non plus les monastères. Les cluniciens, les cisterciens et les fontevristes ont établi des maisons dans la région ibérique. Même dans les cas où les communautés monastiques ou cathédrales étaient d'origine locale, les contacts avec la papauté obligeaient les services de Léon à éduquer certains de leurs membres à participer à un système de justice ecclésiastique de mieux en mieux organisé. À mesure que le XIIe siècle avançait, les archives ecclésiastiques du royaume se sont remplies de documents pontificaux nommant des juges délégués pour résoudre les différents problèmes à l'échelle locale. Et ces litiges doivent être réglés selon un droit canonique de plus en plus formalisé. Il faut aussi rappeler que la croissance urbaine a également conduit à l'établissement dans les villes du nord-ouest de la péninsule de nombreuses familles également d'origine franque, et que certaines d'entre elles ont laissé un fort héritage dans la documentation, qu'on peut voir à travers l'anthroponymie ou le lexique. À Burgos, au début du XIIe siècle, un scribe explique que le feudum est quelque chose qui en Castille s'appelle beneficium. Dans d'autres cas, l'influence linguistique franque a atteint la rédaction du droit local. Dans la ville côtière d'Avilés, en 1155, un droit local, le fuero, a été rédigé dans lequel le latin a été abandonné au profit d'un mélange de la langue romane autochtone, l'asturienne, et de la langue doc, qui prouve le pouvoir des familles franques installées dans la ville. Enfin, dans les années 30 du XIIe siècle, le roi Alphonse VII organise sa chancellerie non pas avec des scribes locaux, mais avec des clercs d'origine franque aussi, ce qui a dû être facilité par ses relations familiales, puisque ce roi castillan était le fils de Raymond de Bourgogne. Logiquement, ces espaces sociaux ne sont pas toujours clairement délimités. Les moines écrivent des donations à leur monastère, mais aussi des affaires entre particuliers. Souvent, ce sont des clercs qui écrivent pour les communautés urbaines, avant que celles-ci ne désignent des scribes pour la ville. Quand le roi meurt, il arrive que les clercs de la chancellerie retournent dans les lieux d'origine et diffusent dans les espaces locaux ce qu'ils ont appris à la cour. Pour autant, je me limiterai aux documents de droit privé établis entre particuliers
et je laisserai de côté les chancelleries du roi et celles des évêques. Je laisserai également de côté les aires culturelles qui méritent un traitement spécifique, non seulement les documents arabes de Tolède surtout, mais aussi les groupes sociaux plus proches des chrétiens comme les Mozarabes de Tolède ou les Juifs du roi. L'espace étudié est très vaste, bien qu'elle soit inégalement représentée dans les sources. La documentation se concentre principalement dans les régions du Léon, de la Galice et des Asturies, tandis que la Castille et la frontière méridionale sont beaucoup moins représentées dans les sources. Le corpus documentaire est également très large et s'accroît au fil du temps. Comme vous voyez sur l'écran, la masse documentaire ne fait que se multiplier. Cependant, il faut souligner que l'échantillon documentaire est très biaisé. Les archives laïques sont très rares et il est difficile de trouver un ensemble cohérent de documents provenant d'une famille aristocratique, d'une ville ou d'un particulier. Ce sont les archives ecclésiastiques qui fournissent la plupart des actes connus de cette période. Cependant, il existe des cas où les archives familiales ont été transférées à une fondation monastique, ce qui fournit des données exceptionnelles, comme c'est le cas à Otero de las Dueñas ou à Carrizo, à Léon. Cela permet de trouver des documents d'un type inhabituel. Cette croissance du nombre de documents conservés s'accompagne d'un renouvellement des bureaux d'actes. Le plus important et aussi le plus connu est la chancellerie royale. Dans les années 1130, sous le roi Alphonse VII, le personnel de la chancellerie se stabilise pour la première fois. La forme du privilège est définie. Le mandat apparaît et les sceaux commencent à être utilisés pour valider certains documents, bien que de manière très très sélective. En fait, on conserve seulement 6 sceaux dans un corpus de plus de 1000 documents du roi Alphonse VII. Il ne faut pas les seuls. Bien que la documentation et les études soient rares, l'apparition progressive des sceaux épiscopaux dans la seconde moitié du XIIe siècle nous permet également de voir l'émergence de certaines chancelleries épiscopaux. Il en va de même pour les monastères. Châlons, privilégié par le roi, apparenté à Cluny, en dispose au moins depuis 1152. Pour les cathédrales et les monastères, le développement de la justice ecclésiastique au sein de la cour romaine a imposé un développement rapide. Qui rédige les actes pour les particuliers au XIIe siècle et de la première moitié du XIIIe siècle? Bien sûr, les clercs, qui perpétuaient une tradition séculaire. Les prêtres ruraux continuent à rédiger des documents dans leur communauté. Les monastères réformés apportent une nouvelle culture graphique et diplomatique. De même que les chanoines des cathédrales. Tous rédigent des documents pour leur entourage. Et on peut observer une certaine perméabilité entre eux dans le cadre d'un intérêt croissant pour la rédaction des documents de plus en plus formalisés. J'expliquerai cette question en analysant quelques préambules sur la mémoire et l'écriture. Bien qu'ils ne soient pas inconnus, on en trouve de plus en plus au cours du XIIe siècle. Les clercs de la chancellerie d'Alphonse VII les utilisaient, les préambules de mémoire, fréquemment dans leur composition. Et il est intéressant, à mon avis, de voir leur extension vers des documents privés. Adrianus était notaire à la chancellerie royale dans les années 50 du XIIe siècle. Après la mort du roi, les clercs de sa chancellerie se dispersèrent et Adrianus retourna à sa ville, à Oviedo, où on le retrouve comme chanoine de sa cathédrale dans les années suivantes. À Oviedo, il continua à rédiger des documents et dans son milieu apparaît pour la première fois un préambule sur la mémoire et l'écrit qui allait durer plus d'un siècle. Ecum et rationabile est, ut eaque vendutur
ne oblivioni tradantur, litteris confirmentur. Je voudrais souligner l'utilisation des concepts très nouveaux en 1165. Très nouveaux dans cette petite composition rhétorique. Équité, rationalité, dans un contexte où la ratio est aussi la loi à cette époque. On peut rappeler que lorsque Adrien était à la chancellerie royale, il coïncidait avec l'élérat papal, l'élérat pontifical Hyacinthe, qui parcourait le royaume accompagné de quelques clercs qui semblaient déjà connaître le digeste, la loi. Mais le préambule d'Adrien a été fixé et s'est rapidement propagé à d'autres scribes de la ville d'Oviedo et de ses environs. Ce préambule de mémoire est aussi un bon indicateur de l'extension significative des domaines d'activité de certains scribes établis en milieu urbain, puisqu'il coïncide en grande partie avec l'activité d'un prêtre, Pierre le Bon, Petrus Bonus, dont l'activité de scribe est connue par 150 documents signés de sa main entre 1203 et 1245. Pierre le Bon me fournit des arguments pour illustrer un phénomène qui semblait nouveau à cette époque, celui des scribes ecclésiastiques avec une spécialisation marquée dans l'écriture d'actes. Pierre le Bon était prêtre et à la fin de sa vie, on le retrouve parfois comme clerc de l'évêque. Nous ne savons pas exactement quelles étaient les fonctions de cette relation avec l'évêque, mais il n'y a aucune trace de son appartenance au chapitre cathédral et il n'est pas non plus connu comme responsable d'une quelconque paroisse de la ville ou des environs. Il est surtout connu comme un scripteur typique, un scribe professionnel qui a travaillé pour toutes les institutions ecclésiastiques de la ville et aussi pour un grand nombre de particuliers. Dans ces actes, il utilise systématiquement les préambules de mémoire concernant la équité et la rationalité auxquelles j'ai fait référence plus tôt. En revanche, il n'est pas encore familiarisé avec les clauses de renonciation ou d'obligation en usage à l'époque. Enfin, dans ses souscriptions, Pierre le Bon n'exprime pas la conscience d'exercer une nouvelle fonction. Il ne s'attribue d'autres titres que celui de prêtre. Petrus Bonus presbyter, notuit, est la norme. Dans les derniers ans de sa vie, il a eu tendance à oublier ou à cacher son statut clérical, peut-être sous l'influence des décrets qui interdisaient aux clercs d'être notaires. Mais il n'a pas revendiqué l'autorité du concile. Son signe de souscription est très présent dans ces documents, tout comme les longues listes de témoins, avec la iusio de confirmateurs, jamais la rogatio. Tout cela constitue la validation de ces documents. À la même époque, à la première moitié du XIIIe siècle, certaines communautés urbaines semblent avoir développé des fonctions diplomatiques plus avancées, où cette conscience de la nouveauté est également plus grande. C'est le cas de Rivadavia, en Galice. Oviedo était une ville épiscopale où le poids de la tradition rendait peut-être difficile l'introduction des nouveautés. Rivadavia, en revanche, était une ville nouvelle, de nouvelles fondations. Une fondation royale à la frontière du royaume de Portugal et immédiatement le théâtre d'une intense activité économique. Sa population était suffisante pour nécessiter 3 paroisses. La ville épiscopale d'Oviedo en avait 4. Et son prospère marché du vin attira rapidement l'attention des cathédrales et des monastères. Les cisterciens de Melón, Oseira, San Claudio, les bénédictins de Celanova, Carboeiro, ou même à Compostelle, située à 100 km de là, la cathédrale. Il y a aussi plusieurs cathédrales, celle de Compostelle, celle voisine de Orense et Tuy. Les ordres militaires ne manquaient pas, Alcántara, Santiago, tous avaient des vignobles à Rivadavia.
Malheureusement, les archives de la ville ne conservent aucune documentation médiévale. Cependant, les monastères environnants ont conservé des centaines de parchemins et grâce aux informations qu'il contient, il est possible de reconstituer le processus par lequel Rivadavia a été dotée de scribes municipaux. En suivant les souscriptions de ces documents, il est possible de voir comment ils ont été progressivement organisés. Un témoignage isolé de l'année 1205 montre déjà l'autorité d'un notaire, alors que l'escribe Martin dit avoir écrit un document sur ordre de Suero Martinez, notarius concilii de Rivadavia. Dans la deuxième décennie du siècle, nous trouvons plusieurs documents privés signés par Munio Menendez qui déclare dans une seule occasion être le notaire du bourg, notarius burgi. Les premiers protagonistes de l'institutionnalisation de la fonction notariale dans la ville est le notaire Martin Alvite, qui dans les années 1220 met généralement l'accent sur son lien avec la communauté, soit en tant que notaire du bourg, soit en tant que notaire du conseil, scriptor burgi ou scriptor concilii. Quoi qu'il en soit, sa formule de souscription est erratique et souligne le fait qu'il s'agit d'une époque initiale où le formulaire de l'office naissant est encore à établir. L'évolution devient plus claire à la lumière des documents de ses successeurs dans l'office. À partir de 1226, Juan Núñez prend la relève jusqu'en 1234 et dans la trentaine des documents qu'il a rédigés, les souscriptions acquièrent une régularité inconnue dans la période précédente. D'abord systématiquement comme notaire du bourg, notarius burgi, et enfin, dans plusieurs cas, lors de sa dernière année dans l'office, avec une expression plus spécifique comme notaire du bourg de Rivadavia, dans un contexte plus large. L'activité de son successeur, Fernando Suárez, a duré de 1235 à 1246, et dans ces 3 douzaines de documents, on peut observer une nouvelle avancée dans la prise en compte de sa propre fonction comme notaire. La forme cultivée notarius reste systématique, de même que son lien avec le bourg, et plus rarement avec le conseil. Mais ce qui frappe, ce sont des adjectifs qui constituent une avancée importante dans la caractérisation de ces professionnels. D'une part, son statut de juré, juratus, qui révèle qu'il a juré fidélité au seigneur qui l'a nommé notaire, en l'occurrence le conseil municipal. D'autre part, sa qualification de public, publicus, qui reflète une préoccupation largement ressentie dans la documentation de son temps. Je tiens cependant à souligner que la désignation du scribe comme public est incohérente. L'adjectif tarde à apparaître, mais la fonction substantive semble la précéder de plusieurs années. Pour comprendre le cas de Rivadavia, il me semble important de souligner sa localisation dans la diocèse de Orense. L'évêque Lorenzo, qui gouverne ce diocèse de 1218 à 1248, est le canoniste Laurentius Hispanus, qui avait auparavant enseigné à Bologne, en Italie. Et les documents produits en son temps dans la diocèse se distinguent par leur modernité. En ce qui concerne les statuts de notaire, on observe également leur sécularisation progressive. Les plus anciens d'entre elles s'inscrivent parfois comme clercs, mais cette mention disparaît ensuite complètement. En résumé, les preuves disponibles suggèrent que dans le deuxième quart du XIIIe siècle, la communauté urbaine de Rivadavia a été pourvue d'un notaire, vraisemblablement un laïc, qui devait être tenu de prêter serment et dont le nombre et la transmission de l'office devaient faire l'objet d'un certain contrôle. L'ordre des personnes est clair
et des notaires n'ont jamais coïncidé en même temps. Ce qui s'est passé en 1250, à la mort du notaire Fernando Suárez, est très clair dans ce sens. Il avait commencé à rédiger un acte qui n'a jamais été achevé en raison de son décès. Mais c'est son successeur, Juan Pérez, qui a pris en charge l'expédition. Johannes Petri, notarius de Burgos, scripsit per notam, c'est très important, pro Fernando Sueri, qui avait décédé, notarius qui ovid et demandato judicis, et concilii. Malheureusement, je n'ai pas la photo de ce parchemin, mais je voudrais attirer l'attention sur la référence à la note, à la lumière du vocabulaire international de la diplomatique. Je ne dirais pas que la note de Rivadavia doit être considérée comme un brouillon, quelque chose de très informel. Bien au contraire, après la mort du notaire, la note a été conservée, évaluée par les juges, évaluée par les conseils qui ont finalement ordonné l'expédition de l'acte. Alors, plus qu'un brouillon, c'est vraiment une minute. Ce document très intéressant me permet de passer à la genèse de l'acte. Tout commençait par la déclaration d'intention des disposants devant les notaires. Normalement, ce sont les disposants elles-mêmes qui agissent. Cependant, à partir des années 30 du XIIIe siècle, les documents dans lesquels le titulaire du droit est représenté par une autre personne sont de plus en plus fréquentes. En castillan médiéval, ce sera la figure du personero, dont l'essence est mise en évidence par le choix lexical de certains scribes. Vers 1250, l'un de ces personeros est appelé procurador. Ce n'est pas un hasard si, dans ces années-là, certains bureaux ecclésiastiques commencent à émettre un nouveau type de document destiné précisément à formaliser la nomination des procurateurs. Quoi qu'il en soit, le protagonisme continuait à correspondre aux disposants, tandis que les notaires restaient en retrait. Ce n'était pas encore l'époque de la rogatio, où les notaires conféraient autorité à ceux qui l'écrivaient et où les constituants les suppléaient de l'écrire. Au contraire, dans la seconde moitié du XIIe siècle et la première moitié du XIIIe siècle, il était courant que les concédants ordonnent la rédaction de l'acte. Fieri iussimus. À l'instar des rois. Ce qui s'est produit dans les documents rédigés à Oviedo par Pedro Bono sur l'écran, mais aussi avec les scribes du Conseil de Rivadavia. En 1243, le notaire Fernando Suárez a rédigé un acte per mandatum du procurateur. Le processus sera long. Dans les années 70 du XIIIe siècle, les formulaires du roi mêlaient encore les deux concepts. Por ruego he mandado de ellos escribí esta carta pública. Le chemin est encore long avant que les notaires ne soient reconnus comme les responsables de l'autorité sur l'acte. À cette époque, il faut aussi considérer l'importance de certains actes formels ou verbaux pour la formalisation de l'acte juridique. On en trouve dans tous les royaumes. Les donations sont parfois accompagnées d'un contradon qui se retrouve dans les documents. C'est la roboratio en latin, la robra en espagnol, qui donne plus de fermeté à l'acte et qui est parfois confondu avec un autre mot d'origine arabe, l'alboroque, qui exprime des formes de convivialité qui ont duré longtemps. En 1272, le monastère d'Ibeas, en Castille, échange avec le clerc Don Pantaleon, notre vassal, et ses frères un moulin. Et il a eu une cérémonie de transfert de biens. Vos, Don Pantaleones, y vuestros hermanos y vos frères, metisteis al provisor en el molino, dans le moulin. El provisor saca vos dents, vino bebido et pain comido. On a bu du vin et on a mangé du pain. Mais c'est assez fréquent à cette époque
dans les actes. Ante estas testimonias devant les témoins. Il n'y a pas beaucoup d'éléments prévus sur la manière dont la rédaction de la charte s'est concrétisée. Existait-il des brouillons ou des notes préalables? Quel était leur but? Les cas cités de Rivadavia montrent qu'avant le règlement d'Alphonse X, certains notaires rédigeaient des notes et les juges autorisaient leur utilisation pour rédiger de nouvelles expéditions à la mort du notaire. Les cas connus remontent à la première moitié du XIIIe siècle et concernent principalement la Galice, dans le nord-ouest du royaume. Le plus ancien que j'ai pu documenter date de 1238 et présente la même situation. Le notaire étant décédé, l'acte a dû être rédigé sur la base de ces notes. Mais il faut noter la richesse lexicale de cet acte qui est capable de différencier la nota comme phase préparatoire et l'instrumentum, c'est la parole, comme document validé, avec toutes ces formalités. En outre, le processus de conversion du nota en instrumentum est décrit comme redigere in publicam formam. Le notaire public, c'est là. Une fois de plus, l'évêque canoniste Laurentius Hispanus est directement lié à ce document. Et c'est peut-être là la clé. En Galice, dans les années 30 du XIIIe siècle, le rôle social du notaire était accentué car il conservait les notes comme garantie des droits et pouvait également les transmettre, les notes, à son successeur dans la fonction, garantissant ainsi leur continuité. C'est ce qui s'est passé à Bologne à la même époque, et même avant à Genève. Un siècle plus tard, le corpus législatif d'Alphonse X établit que cette première phase textuelle, sans formalité, devait être lue devant témoins pour que les disposants consentent à la rédaction de l'acte. Les caractéristiques externes de ces notes nous sont totalement inconnues. On peut penser qu'il s'agissait de notae in cartulis. Il convient également de se demander sur cette base s'il ne s'agit pas d'un texte que Martin Alvite, le notaire de Rivadavia, a copié au début d'un parchemin qui conservait trois achats effectués par la même personne. Le plus complet est le deuxième, daté de juin 1221, qui présente la structure habituelle des achats de l'époque. Et dans un moindre mesure, le troisième de la même date. Cependant, le texte non daté en tête du parchemin est frappant, car il se contente d'enregistrer le contenu de la transaction et la liste des témoins, sans aucune des formalités qui font de la note une expédition. Des exemples antérieurs pourraient être cités. En Castille, en 1193, les archives de la cathédrale d'Ávila ont conservé un document similaire, sans formalité. Toujours en Galice, à la fin du XIIe siècle, le cartulaire du monastère de Jubia a copié un texte annoncé comme le contenu d'une note, hoc est nota donationis de Ecclesia. En 1257, le notaire de la ville de Garda scripsi per nota. Ce sont ces paroles. Ces notes ont servi de base à la rédaction des documents de plus en plus complexes et soignés. Je voudrais attirer l'attention sur la formule de notification qui n'existait pas dans les documents léonais des siècles précédents et qui, à partir de la seconde moitié du XIIe siècle, s'est généralisée, soulignant la publicité de l'acte juridique. Notum sit, conocida cosa sea, c'est la norme. Les souscriptions des notaires sont exprimées à la première personne, généralement avec l'idée que le notaire en est l'auteur et le témoin. L'analyse de l'écriture révèle généralement le travail d'une seule main. Les corrections et les ajouts montrent que le texte a été régulièrement révisé et amendé,
les cas échéants. La validation, en revanche, est homogène tout au long de cette étape. Il est très rare de trouver des documents où l'autorité du notaire rende inutile une liste de témoins, comme c'est le cas sur l'écran. Bien au contraire, l'inclusion d'un nombre généralement très important de témoins est un élément de validation très répandu. Dans le nord-ouest s'est maintenue la tradition visigothique consistant à inscrire les noms de 3 témoins fictifs, toujours les mêmes, à côté des noms de témoins réels de la formalisation de l'acte. À droite, vous pouvez voir les noms de témoins réels, Fernando Alfonso, Zahwe, Juif, Youssouf, Boniel, mais à droite, Corantestes, Petrus, Johannes, Martinus, toujours les mêmes noms. C'est l'héritage visigothique, 3 noms, avec spécialisation régionale aussi, qui se répètent, mais qui reflètent seulement le respect pour la loi. Je voudrais attirer l'attention sur la formule de testification. En Castille, on préfère nommer la communauté collectivement, le concilium, visores et auditores. On distingue parfois 2 listes de témoins, l'une à la rédaction de l'acte et l'autre à la prise de possession de l'objet de la transaction. Ceci est particulièrement fréquent dans les royaumes de Castille, surtout vers le sud. L'importance de cette fonction de témoin en Castille s'exprime dans le fait que même les notaires se décrivent eux-mêmes comme des témoins. Outre les témoins, l'utilisation de la chirographie est courante dans les cas de contrats synalagmatiques, mais l'usage des sceaux, en revanche, est exceptionnel, compte tenu de son extension sociale tardive et très limitée dans les royaumes de Castille et de Léon. L'utilisation du signum des notaires varie d'une région à l'autre, et il est courant dans les Léon et les Asturies, mais plus rare en Castille et en Galice. En conclusion, les données que nous avons pu récupérer sur la genèse du système nous permettent de conclure qu'à partir du premier tiers du XIIIe siècle, une série de nouveautés est apparue qui se consolidaient au milieu du siècle. Il est cependant possible que le cadre formel dans lequel s'expriment les transactions entre particuliers masque des changements importants. Au cours des siècles précédents, la donation et la vente étaient les types de documents les plus courants dans les royaumes de Léon et Castille, et même l'échange était rare. Mais on avoue aussi que l'image formelle de donation et de vente masquait parfois d'autres types de transactions. Une clé importante à partir du XIIe siècle est l'élargissement de la typologie documentaire. C'est pourquoi je crois que nous avons parfois sous-estimé les nouveautés de cette période en concentrant notre attention sur les types de documents les plus traditionnels. Je m'arrêterai un instant sur les archives du monastère de Carrizo, à Léon. Ce qui est le plus intéressant dans ces archives, c'est que l'on conservé le fonds d'archives de quelques familles laïques. On y trouve différents types de documents qui évoluent également au fil du temps. Au début du XIIe siècle, les documents relatifs à Pelayo Froilas et Belasquita Menéndez représentent bien le profil plus traditionnel. Peu de donations et d'échanges, principalement des ventes, ainsi que quelques documents judiciaires relatifs aux droits de la famille. Un siècle plus tard, au milieu du XIIIe siècle, les archives de Gonzalo Morán, aussi transférées au fond de Carrizo, présentent une variété beaucoup plus large. Outre les types traditionnels, il existe un très grand nombre de documents de gestion du patrimoine qui a été étudié par Jean Gauthier d'Alger. Contrats d'exploitation, lettres de paiement, titres de créance. Exceptionnellement, on peut trouver 1160 des contrats de sociétés commerciales, une rareté archivistique absolue qui révèle la récupération des formes contractuelles romanes.
à Léon. Ou encore les testaments, avec des signations d'héritiers trouvés à Compostelle dans les années 80 du XIIe siècle. Les contrats d'exploitation de la terre constituent un chapitre très important que je n'ai pas le temps de développer, mais on a également retrouvé dans les royaumes de Léon et de Castille la récupération de l'amphithéose romain connu dans le nord-ouest sous le nom de contrato de foro ou les contrats de sens. L'introduction de nouveaux concepts tels que la séparation de la propriété et du domaine utile a conduit à la création de nouveaux types de documents où il était plus facile d'introduire des nouveautés formulaires. Quoi qu'il en soit, même dans les types traditionnels, on trouve de telles nouveautés à partir du XIIe siècle. Il est bien connu qu'il existe un lien étroit entre l'introduction des notaires et l'utilisation d'éléments du droit romain dans la pratique. Dans les actes, cette influence se manifeste par l'introduction de nouvelles clauses qui renforcent leur contenu, en particulier les clauses de rénonciation. L'usage de la rénonciation n'étant pas connu dans les documents de l'époque visigothique, il est donc très intéressant de retracer son apparition dès les milieux du XIIe siècle, même s'il s'agit toujours de rénonciations spécifiques et pas encore de rénonciations générales. La plus ancienne et la plus fréquente de toutes les rénonciations est certainement la rénonciation à l'exception de la plus-value, que l'on trouve à partir des années 50 du XIIe siècle dans certains documents asturiens. Il faut également mentionner l'exceptio de la non numerata pecunia qui trouve ses origines dans le droit romain classique. Cette exception était d'usage courant dans la jurisprudence classique tardive et est maintenue dans le droit de Justinien. Il est donc très intéressant de la trouver à Compostelle en 1165. Au fil du temps, les clauses de rénonciation spécifiques deviennent aussi générales. Enfin, l'introduction des clauses d'obligation est très importante. La nomination des fidejusseurs, qui était déjà envisagée dans la législation visigothique, était couramment utilisée dans les documents du Haut Moyen Âge, s'est maintenue. La garantie d'éviction, qui est apparue très timidement, salvé Mouchéa, dans les années 70 du XIIe siècle, s'est développée de plus en plus au cours des décennies suivantes, jusqu'à ce qu'elle soit consolidée dans les formulaires du roi Alphonse X. Et c'est pour moi le temps de tirer des conclusions. Au milieu du XIIe siècle, le royaume de Léon et de Castille étaient les héritiers d'une solide tradition de rédaction d'actes privés. Les droits sur la terre étaient fondés sur des documents dont la production et la conservation étaient importantes. Il existait une grande variété au sein du royaume et cette variété diplomatique s'est maintenue dans les décennies qui ont précédé l'apparition du notariat. À partir du XIIe siècle, des nouveautés importantes sont apparues. La typologie des documents s'est élargie et des formules issues du droit romain ont été introduites. Les besoins d'une société en pleine croissance ont stimulé les changements et les contacts avec d'autres régions européennes ont facilité le développement de solutions originales. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette synthèse et cet aperçu très, très large et très impressionnant à travers une documentation
foisonnante par rapport, je crois, à ce qu'on peut trouver à la même époque en France, en tout cas pour l'acte privé. J'étais très intéressé par les petits aperçus que vous avez donnés sur ce qu'on peut saisir de ces scribes, scribes qui prennent une titulature progressivement, ou scribes qui passent d'un centre d'écriture à un autre, d'une chancellerie à un autre. Cet Adrianus est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui nous permettent de suivre un petit peu ces personnages et de saisir un petit peu plus finement qui sont finalement ces scribes d'actes privés au XIIe, XIIIe siècle? Merci. Malheureusement, je pense que c'est une enquête à mener encore. J'ai eu la chance d'identifier Adrianus à la chancellerie et après la mort du roi, il est retourné. En fait, Adrianus est un prénom très typique de la région du Nord-Ouest. Alors, il a fini sa vie comme chanoine à la cathédrale d'Oviedo. Il a écrit des préambules très emphatiques pour l'aristocratie de la terre. Et moi, je pense qu'il a influencé sur un entourage. En fait, les préambules ont continué à être utilisés pendant plus d'un siècle. Et dans les années 60 du XIIIe siècle, avec l'apparition du notariat public de nomination royale à la ville de Oviedo, les préambules disparaissent complètement. C'est vraiment exemplaire. Je pense que ça a dû être un procès typique avec la mort du roi, ou même le personnel de la chancellerie qui est enrichi avec un évêché qui sont nommés des évêques à Compostelle ou à Salamanque. Je suis convaincu qu'apportent à leur chapitre ce qu'ils ont appris à la chancellerie. Ce qui m'a frappé surtout, c'est de trouver l'idée d'équité et rationalité en 1165. Je ne sais pas où il a, qu'est-ce qu'il a lu, mais je peux dire qu'il a coïncidé quand il était à la chancellerie avec l'era pontificale Hyacinthe qui parcourut le royaume et qui emportait avec lui peut-être une copie du digeste. Alors, je pense que c'est un cas exemplaire de comment les idées et les transférences culturelles peuvent aller de l'Italie à la cour de Léon et finir dans une petite ville dans le nord. Mais malheureusement, c'est le seul exemple que je peux vous donner. Merci infiniment de tout ce que vous apportez. Je voulais vous demander pour le préambule qu'on voit se développer l'époque de Petrus Bonus, si mes souvenirs sont exacts. C'est un préambule, j'ai bien compris, qui est utilisé par plusieurs scribes ou dans plusieurs établissements de bénéficiaires, c'est bien ça? Oui, donc oui. Il a déjà une autorité qui s'impose un petit peu et il se diffuse comme ça. Absolument. Et Petrus Bonus nous a laissé 150 parchemins, alors sa présence est très forte dans les archives du Nord à cette époque. Mais on peut trouver des scribes dans la ville, à l'entourage rural, dans les monastères. Alors, on peut voir une circulation de ces préambules environ 50 km autour de la ville qui crée une province diplomatique très claire. Et c'est pas la diocèse. Parce que dans les monastères qui sont plus loin de la ville, les préambules n'y arrivent pas. Mais autour de la ville, 40-50 km, je ne sais pas combien de scribes, mais 10, 15, c'est vraiment répandu. Et c'est quand les notaires publics nommés par les rois
Et c'est très important parce qu'à partir du royaume d'Alphonse X, c'est le roi qui a le pouvoir de nommer les notaires publics. Et ces nouveaux notaires publics ne considèrent pas intéressant non plus la conservation des préambules. Et en fait, les plus anciens notaires publics, les premiers qui a été documenté à Oviedo, il avait travaillé encore dans sa jeunesse comme écrivain pour le conseil, pour les scriptores concilii. Il disparaît, on n'a plus de documents écrits par lui en 1262. Et quand il retourne avec les titres de notaire public, même son écriture a changé. Il pratiquait dans sa jeunesse une écriture caroline tardive, typique encore au début du XIIIe siècle dans la couronne de Castille, mais où il a obtenu le titre de notaire, il a aussi découvert et appris une nouvelle écriture dans la couronne gothique, typique de la chancellerie à cette époque. Alors, le processus d'implantation du notariat public contrôlé par les rois a presque tout changé. Merci. Voilà. Je n'ai pas pu m'empêcher de constater que dans les documents que vous avez projetés, il y a eu plusieurs cas de chirographes. Je crois qu'il y en avait un à Ribadavia, et je n'ai vu passer, je crois, deux autres. Alors, est-ce qu'en Espagne, c'est une forme nouvelle également au XIIe siècle, peut-être sous l'influence franque? Et puis, comment s'articule l'usage et la diffusion du chirographe avec le développement du notariat public que vous avez décrit? Merci. C'est absolument une nouveauté du XIIe siècle. Et à partir du premier quart du XIIe siècle, on trouve des chirographes. Et à travers les chapitres cathédrales, à travers les institutions monastiques, ils sont les responsables de l'introduction du chirographe. Et surtout pour les contrats d'exploitation de la terre. Mais 1117, je pense que c'est le plus ancien documenté. Et les chirographes et les sceaux étaient absolument inconnus avant l'arrivée de ces clercs francs. Les chirographes, on les peut trouver dans les archives ecclésiastiques surtout, et les sceaux va de même, parce que le roi a commencé à utiliser les sceaux. Le roi du Haut Moyen-Âge, à Léon et Castille, ne l'avait pas en sceau. Et c'est à partir de 1136 qui est documenté le plus ancien usage du sceau. Pour les évêques, il faut attendre à la deuxième moitié. Alors, l'habitude de mettre par écrit les contrats, les actes, ne nécessitait pas encore l'usage de sceaux et de chirographes. Merci pour tout cet exposé. Pierre Lebon, est-ce que vous savez s'il intervient seul ou si autour de lui il a déjà une équipe? Est-ce qu'on a quelque chose qui préfigure un office? Est-ce que vous avez des indices? Merci. L'étude de l'écriture de ces actes est encore à faire. Je dirais qu'il y a 2 ou 3 scribes qui travaillent pour lui. Mais c'est toujours Pierre Lebon qui note, qui a l'autorité sur ces actes. C'est toujours le même problème. C'est que le document dit quel est l'essence de notare. Peut-être c'est la dictatio de l'acte.
de toute façon, le problème est que l'écriture à cette époque, dans le Nord, est très normalisée. Et il faut mener des études paléographiques très concentrées que nous devons faire encore. Une autre chose, Pierre Le Bon était prêtre, mais il y a eu des fils. C'était pas rare dans l'église castillane à l'époque. Et on sait que les premiers notaires publics étaient les nièces, el nieto, le petit-fils. les petits-fils, étaient les petits-fils de Pierre Le Bon. En fait, l'écriture du premier notaire public, Nicolas Johannes, quand il était jeune, rassemblait beaucoup l'écriture de son grand-père. Mais c'est une enquête à mener encore. J'aurais juste une petite question sur ces 3 étranges témoins fictifs. Quelle est l'origine de ça et quelle est la logique de ces trois témoins fictifs qui reviennent sans cesse? C'est facile à expliquer et en même temps c'est difficile à comprendre. La loi visigothique établit que le contrat d'achat-vente doit présenter toujours 3 témoins. Et c'est plus intéressant parce que ils ne sont pas toujours les mêmes noms. Et à Oviedo, vous trouvez Petrus, Martinus et Johannes. Mais si vous allez à Léon, si vous allez à Burgos, ou si vous allez à Rivadavia, les prénoms diffèrent. Alors, c'est une autre enquête à mener, une géographie de ces témoins fictifs que je pense que ça va être très intéressant. Logique? Non. Routinaire, absolument. On a l'habitude de prendre les témoins fictifs et toujours les témoins fictifs. Mais à côté de ces témoins fictifs, 15, 20 témoins réels de la transaction et de l'acte. Il va sans dire qu'avec l'apparition du notariat public, les témoins fictifs ont disparu. Justement, pour rebondir sur cette question des témoins fictifs, c'est vraiment propre à Castille et Léon ou ça se retrouve aussi dans d'autres zones géographiques comme le Portugal ou comme d'autres... Merci. Et à Portugal aussi. En fait, le royaume de Portugal s'est formé à cette époque. Mais au début du XIIe siècle, le Portugal, le Portugal était encore une partie du royaume de Léon-Castille. En Aragon aussi, en Navarre aussi, et peut-être, mais je ne suis pas sûr, peut-être à la Catalogne, l'héritage visigothique était aussi fort, mais je ne suis pas sûr. Mais dans le nord de la péninsule ibérique, on peut trouver les témoins fictifs partout. Merci. De curiosité par rapport à ce rôle des monastères comme finalement centre d'archivage, d'archives privées, des familles que vous avez pu, dont vous avez pu nous donner quelques exemples. Est-ce que ce rôle perdure au-delà du XIIIe siècle ou est-ce qu'on voit s'installer progressivement des chancelleries de moindre importance, y compris dans des lignages
voilà, médian dans la hiérarchie sociale. Voilà. Est-ce que ça perdure longtemps ou est-ce qu'on a l'apparition finalement de bureaux d'écriture et de conservation aussi au sein de ces lignages qui ne sont pas peut-être les plus importants, mais la moyenne noblesse, voilà, parce que ça paraît réalité au XIe, XIIe siècle. Merci. Et des processus se mélangent dans les archives monastiques. D'un côté, la donation de patrimoine de familles aristocratiques comporte les transferts des archives. Par exemple, le monastère de Otero de las Dueñas à Léon a été fondé dans le XIIIe siècle, mais conserve les fonds plus importants en écriture, en acte privé pour le haut Moyen-Âge, à partir du IXe. Pourquoi? Parce que la fondatrice a transféré son archive familial. Alors, le profil de typologie documentaire de Otero est tout à fait différent à tout le reste. Mais on trouve aussi la deuxième possibilité que vous avez déjà dit au XIVe siècle. On peut trouver des familles aristocratiques qui déclarent que leurs documents, leur fonds d'archives est conservé auprès d'un monastère. Échange de monastères. On a des problèmes avec le monastère, mais tous les deux sont possibles. Finalement, les archives ecclésiastiques sont presque tout, mais la plupart des documents des archives ecclésiastiques sont laïques, sont des actes privés.